cas des sorcières, tel que Foucault en parle dans les Amours. Il analyse alors les procédures de l'aveu instaurées au sein de l'Église et du christianisme, en ce qui est le début de son étude du pastorat, étude à laquelle on sait qu'il reviendra plus tard, pendant son moment biopolitique. En vue de comprendre l'instauration et la diffusion de ces procédures d'aveu, Foucault entend reconstituer, et là j'entremêle des citations de mon propre discours, il entend reconstituer la nouvelle vague de christianisation inaugurée à la fin du XVe, début du XVIe siècle, et la lutte que cette vague de christianisation a organisée autour et contre un certain nombre de formes culturelles que les premières et très lentes vagues de christianisation du Moyen-Âge avaient laissées, sinon tout à fait intactes, du moins encore vivaces, et celui depuis l'Antiquité. Une de ces formes est bien évidemment la sorcellerie, que Foucault caractérise tout d'abord comme un phénomène périphérique par rapport à l'histoire du pastorat, et ceci périphérique dans un double sens. Périphérique vis-à-vis des structures de l'Église proprement dite, avec lesquelles la sorcellerie reste en contact sans pour autant avoir lieu en son sein, la sorcellerie n'a pas lieu au sein de l'Église, puis d'autre part, phénomène périphérique par rapport aux centres urbains, car il a lieu, dit Foucault. Tout à l'heure, Jacob j'avais compris qu'il y a sans doute des exceptions. Donc, phénomène dont Foucault croit qu'il a lieu à ce qu'il appelle les frontières extérieures de la christianisation, s'agissant d'un phénomène plus campagnard que des villes, se manifestant aussi dans des régions maritimes, comme il le dit, là précisément où les grands foyers traditionnels de la christianisation n'avaient pas pénétré. Par rapport à ce phénomène, la réaction de l'Église sera alors de le coder, de le reprendre, le juger, le réprimander, le brûler, le détruire par les mécanismes de l'Inquisition. Ce début de caractérisation autorise Foucault à établir quelques différences par rapport à la possession. D'une part, il insiste sur ce que les possessions sont typiques d'une période quelque peu plus tardive, allant de la fin du XVIe siècle au début du XVIIIe. D'autre part, les possessions composent un phénomène central et non plus périphérique, comme l'indique la citation suivante. La sorcière est essentiellement celle qu'on dénonce, qui est dénoncée de l'extérieur par les autorités, par les notables. La sorcière est la femme du bord du village ou de la limite de la forêt. La sorcière est la mauvaise chrétienne. En revanche, la possédée, ce n'est pas du tout celle qui est dénoncée par quelqu'un d'autre, c'est celle qui avoue. C'est celle qui se confesse spontanément. Ce n'est d'ailleurs pas la femme de la campagne, c'est la femme de la ville. On voit bien que Foucault insiste sur le caractère féminin des sujets de cette histoire. Mais si on poursuit la lecture, on se rendra compte que la centralité des possessions, opposée à la réalité périphérique de la sorcellerie, est elle aussi à comprendre dans un double sens. Premièrement, la possession est centrale parce qu'elle est urbaine. Elle a lieu à l'intérieur des villes. Secondement, la possession intervient, ou elle survient, dans l'enceinte même de l'Église, enceinte physique, c'est-à-dire spatiale, l'espace des couvents, et institutionnelle, c'est-à-dire hiérarchique, espace hiérarchique. Comme le dit Foucault, ce n'est même pas n'importe quelle femme dans la ville, c'est la religieuse. Bien mieux, à l'intérieur du couvent, ce sera plutôt la supérieure ou la prieure que la sœur converte. C'est au cœur même de l'institution chrétienne et des mécanismes de la direction spirituelle et de la nouvelle pénitence qu'apparaît ce personnage absolument central dans la nouvelle technologie du catholicisme. Nous avons affaire à deux configurations, correspondant donc à deux périodes qu'elles figurent. Dans la première configuration, la sorcellerie est aux marges de la ville et de l'Église. Celle-ci, l'Église, envisagée aussi bien d'un point de vue physique, immobilier, si je puis dire, dans l'immeuble qu'est le couvent, et d'un point de vue hiérarchique, ou si vous voulez, d'un point de vue gouvernemental, tandis que la seconde configuration, dans la seconde configuration, la possession est au centre de l'espace urbain et de la hiérarchie ecclésiastique. Donc, la sorcellerie est à l'extérieur des espaces de l'Église, espace hiérarchique et espace physique, tandis que la possession est justement à l'intérieur de l'espace. Voilà comment cette histoire faite aux femmes est entrée dans le giron de l'Église alors qu'elle n'y appartenait pas en entier. Pour le dire autrement,
Voilà comment l'histoire qui a été faite aux femmes et sur laquelle j'essaie de revenir passe par l'action de l'une des églises qui s'inscrit dans le temps inauguré, comme le disait Lacan, par le message. Maintenant, c'est dans le même cadre temporel, géographique et institutionnel de la possession que Foucault indiquera la troisième figure sur laquelle nous nous penchons, la femme mystique. Dans les anormaux, il ne fait à la mystique catholique qu'une allusion rapide qui lui sert à la mettre en rapport avec l'histoire de l'appareil de l'aveu silence. La raison pour laquelle il ne se détient pas à la mystique, c'est qu'il considère ces cas de mysticisme comme n'atteignant qu'une partie somme toute assez restreinte de la population et consistant à des discours quelque peu sophistiqués, issus d'une certaine élite sociale et culturelle, restant donc cantonnés au sommet de la structure sociale, ce dont Madame Guyon est selon lui un bon exemple. Lui, par contre, souhaite se tourner plutôt vers ce qu'il appelle le front de la christianisation en profondeur, brassant une population plus large. On sait néanmoins que cette perspective changera au moment où Foucault reviendra à l'histoire de la pastorale, moins comme système d'aveu, c'était sa préoccupation au temps des anormaux, moins comme système d'aveu que comme structuration des relations de gouvernement et d'obéissance au sein de l'Église. Il renoue alors avec la mystique, qu'il présente comme une forme de contre-conduite, mot par lequel il désigne des révoltes spécifiques de conduite, en expliquant que, alors je redonne la définition des contre-conduites, en expliquant que ce sont des mouvements qui ont pour objectif une autre conduite, c'est-à-dire vouloir être conduits autrement par d'autres conducteurs et par d'autres bergers, vers d'autres objectifs et vers d'autres formes de salut, à travers d'autres procédures et d'autres méthodes. Ce sont des mouvements qui cherchent aussi, éventuellement en tout cas, à échapper à la conduite des autres, qui cherchent à définir pour chacun la manière de se conduire. Ça, c'est la définition qu'il donne. Il n'est peut-être pas un hasard si, à la suite de cette définition, la première référence à la mystique porte immédiatement sur les femmes. Ainsi, vous trouverez également ces révoltes de conduite, ces résistances de conduite, liées à un problème tout différent mais capital, qui a été celui du statut des femmes. Et ces révoltes de conduite, on les voit souvent accrochées à ce problème des femmes, de leur statut dans la société civile ou dans la société religieuse. Ces révoltes de conduite, vous les voyez fleurir dans des couvents féminins, dans tout ce mouvement qu'on appelle celui de la non-mystique rénale du XIIIe siècle. Vous voyez aussi tous ces groupes qui se constituent autour de les femmes prophétesses au Moyen-Âge, que ce soit Jeanne d'Abenton, Marguerite Porret, etc. L'association de la mystique à des personnages féminins est connue. Captivant ici est le fait que dans son ensemble, cette forme d'expérience, la mystique, soit envisagée comme une façon de subvertir de l'intérieur non seulement la hiérarchie pastorale, mais encore le partage spatial entre les hommes et les femmes, dans la mesure où la contre-conduite mystique apparaît liée aux tensions entre le féminin et le masculin, et ceci dès le Moyen-Âge. Sans doute la mystique reste-t-elle le seul espace pour que les femmes exercent une parole qui se dérobe au pouvoir des prêtres, au sein d'une hiérarchie qui doit discipliner d'autant plus fermement qu'elle a au préalable exclu une partie, à savoir les femmes, de certains statuts et droits, et réservé des droits exclusifs à d'autres, bien évidemment les hommes. En tout cas, elle, la mystique, est la modalité d'expérience privilégiée pour cet affranchissement du pouvoir masculin au sein de l'Église, dans la mesure où, en l'éprouvant l'expérience mystique, les femmes se sentent immédiatement reliées à Dieu. Nul ne saurait nier que, sous cet angle, l'association de la mystique à la question des femmes et de leur statut, association faite par Foucault, est parfaitement compréhensible. Pour éclaircir, est-ce qu'il nous reste un peu de temps? Pour éclaircir ce point, par quelques traits typiques de l'expérience mystique, je rappellerai ce qu'en dit Foucault au moment où il caractérise cette mystique comme contre-conduite. Je garde à l'esprit le fait que celle-ci, la contre-conduite, s'oppose au pouvoir pastoral, pardon d'insister, un pouvoir exercé avant tout par des hommes. Comme le rappelle Foucault, à nouveau j'en soumets des citations, le pouvoir pastoral, au fond, avait développé une économie de la vérité qui, vous le savez, allait de l'enseignement d'une part, de l'enseignement d'une vérité, à l'examen de l'individu. Une vérité transmise comme dogme à tous les fidèles,
et une vérité extraite à chacun comme secret découvert au fond de son âme. Ce pouvoir d'homme n'implique pas seulement la transmission d'une vérité qui vient d'en haut, vérité divine qui est enseignée par des hommes à d'autres êtres humains, que ce soit des hommes ou bien des femmes, mais il implique aussi l'obtention d'une vérité qui vient d'en bas et va vers le haut, dans la mesure où cette vérité est vérité avouée par quelqu'un à son confesseur, son directeur spirituel, entendez donc là la dimension hiérarchique, ce qui dans le cas des femmes et des religieuses signifie une vérité avouée devant un homme. Si vous lisez, si vous l'avez peut-être fait, si vous lisez un peu les textes des grandes mystiques du XVIIe siècle, c'est exactement ce qu'elle raconte, de Thérèse Avila à Juana de la Cruz. À partir de là, lisons les phrases suivantes de Foucault. Avec la mystique, on a une économie qui est tout à fait différente de cette transmission de la vérité qui vient d'en haut et obtention de la vérité qui vient d'en bas. Avec la mystique, on a une économie qui est tout à fait différente, puisqu'on aura un tout autre jeu de visibilité. L'âme ne se donne pas à voir à l'autre dans un examen, par tout un système d'aveux. L'âme, dans la mystique, se voit elle-même. Elle se voit elle-même en Dieu, et elle voit Dieu en elle-même. Dans cette mesure, la mystique échappe fondamentalement, essentiellement, à l'examen. Indépendamment du fait que nous puissions toujours interpréter l'âme comme principe féminin et Dieu comme principe masculin, ce que d'ailleurs a fait toute la tradition mystique, l'âme est féminine par excellence, et que par là la hiérarchie des sexes ou des genres soit maintenue, il arrive ici qu'un lien direct entre un élément de la hiérarchie, l'élément inférieur, encore plus s'il s'agit d'une femme avouant devant son directeur de conscience, et l'élément suprême, Dieu. Donc ce lien direct entre un élément de la hiérarchie et Dieu dispense l'intermédiaire du ministre, aussi bien pour accéder à la vérité qui vient de Dieu, que pour communiquer sa vérité intime par le biais de la confession. L'âme se voit elle-même, comme le dit Foucault, parce qu'elle baigne dans la lumière divine. Foucault poursuit, dans la mystique, vous avez une communication immédiate qui pèse dans la forme du dialogue entre Dieu et l'âme, dans la forme de l'appel et de la réponse, dans la forme de la déclaration d'amour de Dieu pour l'âme, de l'âme pour Dieu. Vous avez le mécanisme de l'inspiration sensible et immédiate qui fait reconnaître à l'âme que Dieu est là. Vous avez aussi la communication par le silence, vous avez la communication par le corps à corps, quand le corps du mystique éprouve effectivement la présence pressante du corps du Christ lui-même. Donc, là encore, vous voyez combien la mystique est éloignée de l'art pastoral. Dès lors, il devient aisément compréhensible que la mystique soit une expérience encore plus forte pour les femmes d'Église que pour les hommes, et en outre, qu'elle mette en question la mystique, l'expérience mystique, met en question le statut imparti aux femmes au moment de la séparation originelle avec la hiérarchisation qui suit et les rapports d'exclusion et d'exclusivité établis à partir d'elle. Voilà sans doute pourquoi la contribution des femmes à cette forme d'expérience, dans le christianisme d'abord, dans le catholicisme ensuite, a été si expressive historiquement. Je me rends compte que dans ce mouvement de l'exposé, en réalité dans le mouvement de l'écriture, l'analyse m'a déjà conduit aux rapports inégaux entre les textes dans le contexte de la mystique. Alors j'aimerais poursuivre cet élan en m'intéressant aux sorcières et aux possédés, et il me restera alors qu'à examiner brièvement la quatrième figure, celle de l'hystérique, qui, à la différence des trois premières, ne relève pas d'un cadre religieux mais médical. Alors, comme vous le voyez, j'ai déjà parlé longtemps, je serais tenté peut-être de m'arrêter là, ou en tout cas, si vous me permettez, ça me permettra aussi de contextualiser ou de mettre en rapport ce que je viens de dire avec des travaux récents de Jacob. Je regrette beaucoup de ne pas avoir été là hier, mais je connais quelques-uns de ses textes. Alors, mon intention, ce serait maintenant de passer aux rapports inégaux des sexes et à comment ces rapports inégaux jouent un rôle dans les transitions historiques qui mènent notamment de la sorcellerie à la conception des possessions. Et de là, bien évidemment, à celle de l'hystérie. Nous avons parcouru quelques différences entre la sorcellerie et la possession concernant les périodes historiques et les lieux dans lesquels elles existent. Voyons maintenant un autre aspect qui les distingue, celui de la façon dont, en chacune d'entre elles, le masculin et le féminin entrent en rapport. Mais avant de commencer, il convient de signaler que Foucault insiste beaucoup plus sur les sorcières que sur les sorciers. Au passage,
Cela me pousse à mentionner l'article relativement récent de 2013 de Jacob Rogozelski, l'aveu de la vérité, torture et confession dans la chasse aux sorcières, à l'époque moderne, portant, comme l'indique son titre, sur la sorcellerie et l'aveu, article qui commence certes par une histoire d'accusation de sorcellerie portée à l'encontre d'un homme, mais qui note plus loin que, alors je cite Jacob, si la persécution des sorciers s'est rapidement transformée en chasse aux sorcières, mot qu'il souligne, sorcières, c'est en grande partie parce que l'Église avait depuis longtemps désigné la femme comme l'instigatrice de la faute sexuelle et le suppôt d'une jouissance interdite. Justement, mon intention est de prendre cela au sérieux et de traiter ce fait pour lui-même. Pour ce faire, j'aurais repris, chose que je ne vais pas faire, j'aurais repris les analyses de Foucault, lors desquelles il repère ce déplacement. Je donne une dernière citation. La scène de la possession, avec ses éléments principaux, donc la possession, est parfaitement différente et distincte de la scène de la sorcellerie. Le personnage central dans les phénomènes de la possession va être le confesseur, le directeur, le guide. Mot encore plus important, alors qu'il vient de parler justement de la question des femmes. C'est donc le personnage sacré. C'est le personnage en tant qu'il détient les pouvoirs du prêtre, dont je vous ai dit auparavant qu'il s'agit de pouvoirs dont les femmes sont exclues. Donc, les pouvoirs de la direction, ces pouvoirs d'autorité et de contrainte discursive. Encore une fois, il est curieux que pour analyser la possession, qui est une possession d'une femme par le diable, Foucault explique que le rôle principal ne revient ni à l'une ni à l'autre, mais au prêtre. Et bien évidemment, cela va différencier la possession de la sorcellerie, dans la mesure, comme dira Foucault, que la sorcellerie est un lien direct entre deux figures, la figure de la sorcière et la figure du diable, par un pacte, disons, signé, fait entre les deux. Moi, ce sur quoi je voulais attirer votre attention, et ce que je compte développer à l'avenir, on pourrait traduire cette idée en suggérant ceci. La différence entre la sorcellerie et la possession consiste au fond à ce que, dans le cas de la sorcellerie, la femme se trouve sous l'emprise du masculin diabolique, alors que dans le cas de la possession, elle est à la fois sous l'emprise du masculin diabolique et du masculin sacerdotal. Mais dans les deux cas, je serais tenté de suggérer que ce qu'il y a de diabolique, pour le coup au sens figuré, c'est la machinerie, et pour rester conforme au langage foucaldien, l'ensemble changeant de dispositifs par lesquels et dans lesquels la terreur, l'exclusion et la discipline sont exercées sur les femmes, une fois qu'elles ont été placées sur la partie inférieure du tout genré et qu'elles sont exercées, la discipline, la terreur, l'exclusion, et qu'elles sont exercées sans doute dans le but de mieux y maintenir les femmes dans cette position de priorité. Bon, je m'arrête là, merci de votre attention.